Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono au sommaire de cette émission du basket avec la finale des playoffs de National 1 masculine et Chaland qui n'est plus qu'à une manche du titre et de l'accession en Pro B après sa victoire à Mulhouse. Du football avec ce grand rendez-vous que l'on retrouve tous les 2 ans sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Il s'agit de Foot Océane qui a réuni 5000 jeunes footballeurs samedi. Nous reviendrons également sur les foulées du Gois entre Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer. Une course contre la marée montante particulièrement difficile cette année. Nous parlerons cyclisme également avec la route vendéenne, une course en 3 étapes qui avait lieu samedi et dimanche. Et puis nous retournerons à Saint-Jean-de-Mont pour revenir sur les finales de l'Open de tennis CNGT. 85 chrono, ça démarre maintenant. Et le Vendée Chaland Basket a un pied en Pro B. Il faudra valider le deuxième vendredi prochain. Mais en tout cas, les Chalandais ont fait ce qu'il fallait vendredi soir à Mulhouse lors de la finale aller des playoffs. Les Alsaciens en maillot rouge sont légèrement devant dans les premières minutes de la rencontre. Mais progressivement, les Vendéens vont prendre le match en main. Après quelques minutes de mise en route, la machine chalandaise se met au travail. À l'issue du premier quart-temps, le VCB mène 23-20. Les hommes de Sébastien Lambert assènent un premier coup de massue aux Mulhousiens en début de deuxième quart-temps en inscrivant 8 points consécutifs. Chaland mène alors de 11 points, 31-20. Chaland qui maintient son adversaire à distance jusqu'à la mi-temps. Après 20 minutes de jeu, le VCB compte 7 longueurs d'avance, 41-34. C'est plus compliqué pour le VCB au retour des vestiaires. Mulhouse montre un meilleur visage et parvient à revenir à 1 point, 41-40 pour Chaland, qui réussit ensuite à accélérer de nouveau et à creuser un nouvel écart de 7 points à la fin du troisième quart-temps, 51-44. Dans la dernière période, la bataille fait rage entre les deux équipes. Portés par leur public, les Mulhousiens reviennent au contact. Dans la dernière minute, ils ne comptent plus que 3 points de retard. Mais 3 points qu'ils ne réussissent pas à combler sur leur dernière possession. Chaland s'impose 63-60 et remporte donc cette première manche de la finale. Il en reste une à obtenir à domicile, salle Michel-Vrignot, vendredi prochain. Le match aura lieu à 20h à guichet fermé. Et en cas de victoire de Mulhouse, un troisième match décisif aura lieu toujours à Chaland dimanche. Toujours en basket, une bonne nouvelle est tombée vendredi soir. L'équipe féminine de La Roche-sur-Yon jouera bien en Wonder League la saison prochaine. Maintenu sportivement sur le terrain, le club avait été dans un premier temps rétrogradé administrativement par la fédération. Le RVBC a alors fait appel de cette décision, appel étudié le 5 juin dernier. Et la commission a jugé que le club avait réussi à réunir les garanties nécessaires pour son maintien dans l'élite. Les Tigresses vont donc jouer une 9e saison consécutive au plus haut niveau français avec un nouveau coach, David Gauthier, qui remplace Manu Baudy et qui s'est engagé pour 3 ans. Il y aura également de nouvelles joueuses puisque seulement 2 de l'effectif de cette année restent. Il s'agit de Louise Preneau et de Sarah Ousfar. Un maintien pour les basketteuses de La Roche-sur-Yon et une montée pour les handballeuses. L'équipe féminine de La Roche-Vendée Handball, deuxième à l'issue de la saison de National 1 féminine, s'est vu proposer l'accession en D2 par la fédération. Le club de Côte-Basque, qui avait terminé en tête de la poule des Lyonnaises, a refusé cette montée faute de budget. La fédération s'est donc tournée vers l'équipe qui a terminé meilleure deuxième de toutes les poules. Le RVHB a accepté la proposition et a déjà bien avancé dans la préparation de cette nouvelle saison à l'étage supérieur. Le budget a été augmenté, 8 joueuses sont conservées, 4 ont déjà été recrutées et 2 ou 3 nouvelles joueuses vont l'être dans les prochains jours. La saison 2024-2025 est terminée pour tous les clubs de sport collectif, sauf pour le rugby club Sablé qui joue les prolongations en ce mois de juin. Le RCS, déjà assuré de monter en Fédéral 2 depuis sa victoire en 16e de finale, poursuit sa saison avec désormais l'objectif de terminer champion. Et ce dimanche, les Sablés jouaient les quarts de finale face au Stade Bordelais. Le match avait lieu à Surgères et le RC Sablé s'est imposé 10-6. Prochaine étape, la demi-finale dimanche prochain. Ce sera à Mérignac face à l'équipe de Rodez.
Quelques images de football maintenant et direction Saint-Jean-de-Mont pour ce grand événement qui a lieu tous les 2 ans sur la plage. Il s'agit bien sûr de Foot Océane. C'était la 18e édition samedi. Elle s'est conclue, comme à chaque fois, vous le voyez sur ces images, par une fresque géante réalisée par les 5000 enfants présents. Avant cela, ils ont pu disputer différents matchs sur plus de 200 terrains installés le temps d'une marée basse. De jeunes footballeuses et footballeurs âgés de 7 et 8 ans qui ont disputé au total 1500 matchs de 20 minutes. Des enfants venus de la Vendée, mais bien sûr, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Mayenne. Les matchs se sont déroulés de 11h45 à 14h sur 2,5 km de plage et devant près de 20 000 spectateurs. Cette année, l'événement a été parrainé par Gaëtan Charbonnier, ancien joueur professionnel désormais licencié à Pouzauges, et Maureen Cosson, ancienne joueuse de La Roche ESO et désormais capitaine du FC Nantes. Pour cette édition, la marée n'a pas rendu les choses faciles aux organisateurs qui ont eu très peu de temps pour tout installé. Les enfants, eux, n'y ont vu que du feu et ont pu profiter pleinement de ce grand rendez-vous. Eve Junot était sur place pour recueillir leurs réactions. Oh, Saint-Sylvain, cha-la-la-la-la-la-la, Saint-Georges, ensemble, cha-la-la-la-la-la-la, c'est Salertaine. Au début, c'est vraiment dur. Comme tout à l'heure, tout là-bas, là, c'était collant. Mais là, on s'est habitué maintenant. On a gagné 8-0. On a gagné 8-0 contre une équipe. C'est bizarre parce que des fois c'est dur et des fois tu t'enfonces un peu donc c'est drôle. Quand on tombe, ça fait pas trop mal. C'est plus dur, mais pour tacler, c'est mieux. C'est super, hein. Super cool. Premier match 6-1, on est tranquille. Aujourd'hui, j'ai eu quelques appréhensions. Je le savais à l'avance parce que j'ai choisi un coefficient de 70. On a fait jusqu'à un coefficient de 95. Donc là, la mer s'est retirée très doucement. Donc pour tracer les terrains, ça a été très limite. Cette année, je voulais absolument avoir une marraine. Et donc Maureen Cosson, qui est la capitaine du FC Nantes en Ligue 1, et qui, elle, est déjà venue en tant que encadrant technique il y a 2 ans. Elle s'est fait un plaisir, elle a accepté. Et c'est une fille formidable parce qu'elle a voulu être marraine, mais elle a dit je veux bien, mais je veux également organiser et animer un module. Et c'est vraiment bien, c'est vrai que là on a quand même pas mal d'équipes féminines, les petites elles se débrouillent très bien, voilà, elles s'amusent, donc c'est bien pour le développement du foot féminin, il y en a de plus en plus, donc il faut que ça continue comme ça, que ça continue à se développer et dans quelques années on aura peut-être 2 modules féminins, ce sera encore mieux. Donc là j'ai joué un petit peu avec une équipe, c'était sympa, c'est des bons moments, donc voilà, c'est d'être présente auprès des petites. Et autre grand rendez-vous sportif du week-end, les Foulées du Gois. La 37e édition avait lieu ce dimanche avec, comme d'habitude en point d'orgue, la course des As, la course contre la marée montante, avec 37 participants, 15 femmes et 22 hommes qui ont lutté contre les éléments pour être le premier ou la première à rallier le continent partant de l'île de Noirmoutier. La distance est courte, environ 4 km, mais l'effort est intense. Chez les femmes, Valentine Chaplotte, ancienne licenciée de l'Athlé Bocage Vendée et désormais au club de Dole dans le Jura, l'a emporté en 16 minutes 49 devant Eva Coutan et devant la Vendéenne Clarisse Picard qui prend la 3e place. Chez les hommes, on a eu droit à une belle lutte pleine de suspense. Le coureur de l'ABV, Brice Debord, est en tête pendant une bonne partie de la course, mais ses poursuivants restent proches et dans la dernière partie de cette course des As, Brice Debord est dépassé par le jeune coureur de Limoges, Harry Louradour. Ce dernier, spécialiste du 10 000 mètres, avec notamment un record à 28 minutes 37, se montre le plus costaud sur les derniers hectomètres et il s'impose en 15 minutes 23 secondes, soit 28 secondes d'avance sur Brice Debord. Le podium est complété par un autre Vendéen, Anthony Guillard, qui termine à 39 secondes du vainqueur. Anthony Guillard, ancien vainqueur lui-même de ces Foulées du Gois. On va écouter Claude Merceron, organisateur de ces Foulées du Gois, ainsi que les 2 vainqueurs, femmes et hommes, au micro d'Eve Junot. Les 37 athlètes partent de Barbâtre et arrivent côté continent à Beauvoir-sur-Mer. Donc on lance, il y avait une quinzaine de femmes aujourd'hui, donc elles partent 2 minutes avant les hommes. Et puis voilà, il y a l'eau évidemment qui recouvre le passage du Gois. Et plus ça va, plus il y a de l'eau, puisque le point le plus bas du passage du Gois est à
et plus proche de Beauvoir que de Barbâtre. Je me suis pointée au départ en sachant que demain j'ai des oraux, je passe le CAPES de SVT, donc demain matin je suis à Paris pour passer les oraux, donc pas sûr du tout d'être là aujourd'hui. Et puis je me suis dit on n'a qu'une vie et l'année dernière c'était tellement une bonne expérience, un bon souvenir. J'avais envie de revenir, on a eu vraiment une édition particulièrement, avec l'eau particulièrement haute. Ça m'a un peu surprise, j'ai mis un peu de temps à trouver mes repères. Et en fait derrière c'était très difficile mais pour tout le monde. Et j'ai changé d'entraîneur, j'ai un nouvel entraîneur dernièrement avec lequel on bosse énormément les intentions de course. Donc plutôt que de me focaliser sur l'arrivée, sur ma position dans la course, aujourd'hui en fait j'étais focalisée à chaque pas, à chaque mètre en fait je me répétais que j'étais forte, que j'étais solide, que j'avais du sang-froid, de la lucidité. Et en fait je me répétais ça comme un mantra, inlassablement, et à aucun moment j'ai flanché du coup. J'ai ralenti, j'ai lutté, mais à aucun moment j'ai flanché. Et je pense que ça a fait la différence. C'est parti très vite, très vite. Et on m'avait dit de rester un peu prudent au début parce que ça allait être très dur au milieu. Ce que j'ai essayé de faire, quand le groupe de tête est parti devant, ils étaient 5 je dirais. Et puis je me suis dit que j'allais rester à ce niveau-là parce que ça allait commencer à être dur. J'ai dû prendre au moins 2 pauses parce que j'en pouvais plus. Et je me suis mis à marcher à un moment. Je me suis dit ça se trouve ça va plus vite en marchant. Bon pas trop. Et puis dès que l'eau a commencé à être moins profonde, ça a été mieux. J'ai pu reprendre une foulée normale et ensuite finir correctement sur le dur. C'était super dur. J'ai rarement fait une course aussi dure. On poursuit avec du cyclisme et la 3e édition de la Route vendéenne, épreuve rassemblant des coureurs élites nationaux qui se déroulait samedi et dimanche avec 3 étapes, 2 en ligne et 1 contre-la-montre. Samedi, la première étape à Cézay avait été remportée par Matteo Barusso du Vendée-U. Dimanche matin, place à un contre-la-montre de 15,6 km avec départ et arrivée au Luc-sur-Boulogne. Erwan Beignet de Laval signe le meilleur chrono et s'empare par la même occasion du maillot jaune de leader avec 3 secondes d'avance sur Alan Villemain du Paris Cyclisme olympique. L'après-midi, la 3e étape emmenait les coureurs des Lucs-sur-Boulogne à la Bruffière. 110 km à parcourir, étape marquée par la chute du maillot jaune. Erwan Beignet, victime d'une clavicule cassée, il a dû être transporté à l'hôpital. Alan Villemain devient donc le nouveau leader du classement général. Lui et son équipe doivent contrôler au mieux les différentes attaques. Dans le circuit final, 3 hommes parviennent à s'extirper du peloton. 3 coureurs qui ne présentent pas de réel danger au classement général. Tom Magno de Laval, son frère Lucas du Vendée-U et le Britannique Jack Crook de Briquebec-Cotentin. Le trio va résister au retour du peloton et c'est Lucas Magno qui franchit en premier la ligne devant son frère Tom et Jack Crook. Le peloton va arriver seulement 6 secondes plus tard, ce qui permet à Alan Villemain de conserver la première place au général et de remporter cette route vendéenne 2025. On va écouter la réaction d'Alan Villemain, mais aussi celle du vainqueur de la 3e étape et du président du comité d'organisation au micro de Dorian Boulzenec. C'était une course rapide avec un chrono le matin, forcément. Je pense qu'il y en a plus d'un qui avait un peu mal aux jambes, mais faire une course rapide, c'est ce qui peut faire changer le général. Et en fait, sur le circuit final, tout le monde était un peu fatigué et là, j'ai senti qu'on pouvait faire un gros coup. Au départ, avec Lucas Menanto, on a essayé de sortir à 5-6 après le coup de force de Rouen. On s'est fait reprendre et à 2 tours, il y a une cassure, ça s'enterre et on est 3 à ressortir. Et puis je suis avec mon frère, donc forcément là on s'entendait plus que bien pour aller au bout. L'objectif c'était déjà de prendre le maillot de leader après contre-la-montre. C'est ce que je n'ai pas fait pour seulement 2 secondes. Du coup un peu déçu et revanchard pour cet après-midi. Et je crois que kilomètre 40, il est tombé, le leader est tombé malheureusement. Et il a fallu continuer la course, attaquer de partout avec Rouen. Et au final, sur le circuit final, l'équipe a bien contrôlé. 3 coureurs sont sortis pour jouer la gagne et on arrive assez groupé pour la 4e place. Il nous a fallu revoir notre façon de faire au niveau budget et tout. Les subventions baissent, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc nous sommes obligés d'y faire attention. Et nous avons voulu surtout cette année y associer les jeunes, justement, avec l'école de vélo qui était là en ouverture tout à l'heure. Et c'est vrai que c'était une belle édition. Nous avons vu des belles étapes. Une moyenne, je dirais, qui devient de plus en plus affolante. Voilà, c'est vrai, nous sommes à 15 jours des championnats de France. Mais ils sont prêts. Ils sont tous au taquet, quoi. Et je pense qu'il va y avoir de beaux championnats de France dans 15 jours, vu ce que nous avons vu ici sur la route vendéenne durant ce week-end.
Et on termine avec du tennis. C'est la 9e édition de l'Open CNGT de Saint-Jean-de-Mont. Les finales avaient lieu ce samedi au Garden Tennis Club, un tournoi qui se dispute sur terre battue. Chez les femmes, la finale opposait Mallory Noël, numéro 39 française, en maillot blanc à pois rouge, à Émilie Dartron, numéro 18, et maillot noir. La première manche est remportée par Emeline Dartron 6-2. Dans la deuxième manche, Mallory Noël rivalise davantage, mais elle s'incline tout de même 6-3. C'est donc Emeline Dartron qui remporte cette finale en 2-7. Chez les hommes, on retrouvait en finale Jürgen Briand, classé -15, et vous le verrez dans quelques instants avec un maillot blanc. Il était opposé à Louis Dussin, numéro 63 français, et tête de série numéro 1 du tournoi en maillot bleu. C'est Briand qui s'adjuge la première manche 6-3. Le deuxième set est très disputé, mais il tourne finalement à l'avantage de Louis Dussin qui l'emporte 7-5. Dussin qui reste sur la dynamique de la fin du deuxième set. Il parvient à breaker son adversaire et alors qu'il mène 3-1, Jürgen Briand se retrouve contraint à l'abandon en raison de trop fortes douleurs. On va écouter les réactions des vainqueurs, mais aussi du président du club montois au micro de Dorian Boulzenec. Un petit peu difficile le deuxième, mais bon, je suis contente de m'en sortir en 2-7. Je sors quand même un bon match. Il y a des choses que j'ai pu mettre en place sur ce match, que je fais à l'entraînement, donc je suis vraiment contente parce que c'était vraiment l'objectif du tournoi. Donc non, je suis contente. Top, l'organisation, non, franchement c'est super cool de venir ici, je suis contente. Vraiment contente de pouvoir partager ces moments avec Yvonique, le président, tout ça. Non, franchement, ils sont très très gentils. L'organisation, elle est au top. Début de match, toujours compliqué contre Jürgen. Il démarre très bien ses matchs. Et moi, j'ai eu un peu de mal à prendre mes repères. J'ai pas très bien servi dès le début. Et après, au fil du match, j'ai réussi à mettre mon jeu en place, à mieux servir. Et j'ai senti une petite baisse physique de sa part, ce qui m'a permis de gagner par abandon à la fin. Franchement, le tournoi, il est incroyable. Les personnes qui sont ici sont hyper bienveillantes. Et c'était un régal d'être ici pendant 2 jours et je reviendrai avec grand plaisir. En tout cas, fort en rebondissement, avec un très très beau jeu, plein de petits coups, des joueurs assez talentueux. Ça s'est plutôt bien passé. Ça fait maintenant la 9e édition CNGT féminin et la 3e édition CNGT homme. On a bien sûr tout le bureau, on travaille dessus pendant au moins 8 mois. Vraiment une super équipe. On a un club de 300 licenciés et on essaye de faire participer tout le monde aux événements. On sait qu'aujourd'hui le bénévolat n'est pas toujours quelque chose de simple à dynamiser, mais en tout cas ça marche plutôt bien au Garden Tennis Club. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la dernière émission de la saison en compagnie des différents chroniqueurs sportifs de TV Vendée. Très bonne semaine à tous et à très vite.